Il y a quelque chose de profondément humain à tenter de combler le vide. C'est peut-être pour cela que tant de gens se perdent en cherchant un sens dans les petites choses, dans les bruits oubliés, dans les ombres projetées par une lampe froide. Ceci n'est pas un récit de grands exploits, ni de héros ou de méchants. C'est l'histoire d'un homme ordinaire, un gardien de nuit, et de la façon dont, dans le silence des petites heures, il a découvert un pouvoir invisible, celui de transformer l'ennui en mondes entiers. Et avant que vous ne pensiez qu'il s'agit juste d'une autre histoire de dépassement ou d'évasion de la réalité, je vous demande de rester. Parce que ce qui lui est arrivé pourrait, d'une certaine manière, arriver à n'importe lequel d'entre nous. Et peut-être qu'en finissant d'écouter, vous verrez vos propres nuits sombres d'une manière différente. Il s'appelait Augusto. Personne ne l'appelait ainsi. Dans l'immeuble, tout le monde le connaissait simplement comme « le gardien ». L'homme du quartier des ombres. Il entrait à 10 heures du soir, repartait quand le soleil griffait déjà le sommet des bâtiments, et échangeait rarement plus de 2 ou 3 mots avec qui que ce soit. Le travail était simple, répétitif, presque anesthésiant. Observer les écrans, noter les mouvements, enregistrer les visites qui ne venaient jamais. Un métier invisible, dans un lieu fait de verre et de silence. Mais l'ennui, quand il s'installe profondément, commence à poser des questions dangereuses. Augusto l'a découvert lors d'une nuit particulièrement longue, où l'horloge semblait se moquer de lui. La routine le consumait lentement, et le bruit du vent frappant aux fenêtres était son seul compagnon. C'est là, dans cette immensité de néant, que quelque chose a commencé à bouger, pas à l'extérieur, mais en lui. Au début, c'était juste un jeu. Il regardait les caméras et imaginait des histoires. L'homme qui traversait rapidement le couloir pouvait être un agent infiltré. La femme qui oubliait un dossier sur la table cachait peut-être des secrets d'État. Les lumières qui clignotaient, un message codé. Un geste banal prenait une autre couleur, un silence devenait un présage. Et, peu à peu, Augusto a commencé à croire à ses inventions. Non par naïveté, mais parce qu'il y trouvait quelque chose que la réalité lui avait refusé depuis longtemps, du sens. Il y avait une paix étrange à imaginer l'impossible. Tandis que la ville dormait, il construisait des intrigues dans son propre esprit. Il inventait des trames, dessinait des personnages, créait des dilemmes. Et plus il imaginait, plus la réalité perdait le poids de n'être que réalité. Les caméras devenaient des portails, et les couloirs, les labyrinthes d'un monde secret. Les heures passaient, et pour la première fois depuis des années, Augusto n'avait pas sommeil. Il sentait la vie. L'imagination était devenue l'air qu'il respirait. Et il y avait là quelque chose de profondément humain. Transformer ce qui opprime en abri, ce qui étouffe en création. Mais avant de plonger plus profondément dans cette histoire, il est peut-être important de dire une vérité que peu ont le courage d'admettre. Parfois, l'esprit invente non par vanité, mais par survie. Quand la réalité devient trop petite pour contenir la douleur, le cerveau trouve des brèches, des raccourcis, des refuges. Et ce que nous appelons fantaisie peut être, dans certains cas, une forme silencieuse de résistance. Augusto n'avait pas d'amis. Non par amertume, mais parce que le silence était devenu sa langue. Sa vie se résumait à peu de choses. Le quartier de nuit, le café froid de la machine et le carnet où de temps en temps, il notait des mots épars, des fragments d'idées. Personne ne le savait. Personne n'imaginait que, derrière cet uniforme bleu marine et ce regard fatigué, un univers entier était en train de se former. À cette époque, il ne savait pas encore que les histoires qu'il créait seraient lues par des milliers de personnes. Qu'un jour, ces mots sortiraient de l'ombre pour toucher des gens qu'il ne connaîtrait jamais. Tout a commencé par un déclic, une nuit où la solitude pesait tellement qu'il a dû inventer une raison de rester éveillé. L'immeuble où il travaillait était l'un de ces bâtiments d'entreprise froids, sans personnalité. Mais, la nuit, quand tout le monde partait, il changeait. Les lumières automatiques dessinaient des formes sur les murs, les ombres semblaient respirer. Et Augusto, assis devant les écrans, sentait qu'il était sur le point d'être témoin de quelque chose d'important, pas à l'extérieur, mais en lui. C'est par une nuit pluvieuse que tout a commencé à se transformer. Alors qu'il observait une caméra montrant le 23e étage, il aperçut une silhouette. Une ombre traversant le couloir, bien après le départ de tous les employés. Il fit une pause, agrandit l'image, regarda attentivement. Rien. Peut-être une défaillance du système, peut-être juste le reflet d'un éclair. Mais, cette nuit-là, Augusto décida de ne pas laisser passer. Il prit le carnet et écrivit « L'homme du 23e étage ». À partir de là, il commença à imaginer qui serait cette silhouette. Un espion. Un employé disparu. Un fantôme de quelqu'un qui n'était jamais parti. À chaque page, le mystère grandissait, et avec lui grandissait quelque chose qu'Augusto avait oublié, un but. Le lendemain, tandis que le soleil se levait et que les voitures remplissaient les rues, il marchait vers chez lui avec l'étrange sensation que quelque chose changeait.
Ce n'avait pas été une nuit ordinaire. C'était comme si une fenêtre s'était ouverte en lui. Et quand cela arrive, il est impossible de revenir en arrière. Pendant les mois suivants, le jeu devint une habitude. Les histoires se multipliaient, et le carnet, qui n'était auparavant qu'un amas de gribouillis, commença à devenir plus cohérent, plus vivant. Il n'inventait pas seulement des intrigues, il les ressentait. Et dans chacune, il laissait un morceau de lui-même, une façon de faire face à sa propre absence. Certains disent que l'imagination est le refuge des faibles, de ceux qui ne supportent pas la dureté de la réalité. Mais Augusto prouvait le contraire. Il transformait le vide en récit, la monotonie en article. Et au fond, c'est tout ce que la création a toujours été, une tentative désespérée de donner une forme à l'indicible. Les gens le voyaient tous les jours, toujours le même homme, la même mine. Mais personne n'imaginait que, tout en buvant son café amer et en observant les écrans, il créait des mondes entiers. Et si quelqu'un lui en demandait la raison, il ne saurait probablement pas répondre. Peut-être parce que, parfois, la raison de continuer n'est pas rationnelle. Ce n'est que l'instinct de ne pas disparaître complètement. Mais il est curieux de constater que l'imagination, quand on l'alimente si longtemps, commence à en demander plus. Comme une flamme qui réclame de l'oxygène, elle grandit, consume, transforme. Augusto commença à se perdre dans les histoires qu'il créait. Parfois, en voyant quelqu'un sur les caméras, il ne savait plus s'il observait la vie réelle ou un personnage qu'il avait inventé. Et cette confusion, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne lui faisait pas peur, elle le fascinait. C'était là, entre le réel et l'imaginaire, qu'il se sentait vivant. Vous vous demandez peut-être pourquoi quelqu'un choisirait de vivre ainsi, dans un monde inventé. Mais peut-être que la bonne question est « pourquoi pas ?» Quand la réalité se montre indifférente, créer est un acte de courage. Et Augusto, sans le savoir, commençait à écrire son propre salut. C'est pourquoi, si vous écoutez cette histoire maintenant, je vous invite à rester jusqu'au bout. Parce que ce qui commence comme une simple rêverie deviendra bien plus, un voyage entre l'ennui et la transcendance, entre l'esprit et l'âme. Et croyez-moi, vous voudrez savoir comment cela se termine. Les nuits suivantes devinrent un miroir. Chaque fois qu'Augusto s'asseyait devant les écrans, c'était comme s'il ne voyait pas seulement l'immeuble, mais aussi lui-même, reflété dans des fragments de vie qui ne lui appartenaient pas. Les caméras montraient des couloirs propres, des salles vides, des objets immobiles et pourtant, il voyait du mouvement. Il créait des trames invisibles entre les lumières qui clignotaient et les échos laissés par le vent. C'était un metteur en scène sans public, un conteur qui ne parlait qu'à son propre silence. Et, d'une certaine manière, cela suffisait. Mais quelque chose le troublait. La frontière entre l'invention et la réalité commençait à se dissoudre. Parfois, en arrivant au travail, il avait l'impression que les histoires écrites la nuit précédente avaient laissé des traces physiques, comme si les personnages avaient traversé les pages et envahi cet immeuble mort. Un stylo tombé, une chaise déplacée, une lumière allumée à un étage vide. Des signes ténus, presque imperceptibles, mais qui le faisaient douter de sa propre perception. Une nuit, en revoyant les enregistrements de sécurité, il trouva quelque chose qui le fit frémir. Sur la vidéo, une ombre traversait le couloir du 23e étage, celui-là même qu'il utilisait dans son livre. C'était une silhouette humaine, indistincte, se déplaçant lentement vers la caméra jusqu'à disparaître dans l'obscurité. Un instant, Augusto sentit son cœur battre fort. Il mit l'image en pause. Avança. Recula. Rien. Quand il regarda à nouveau, l'ombre n'y était plus. Était-ce une erreur du système? Ou une partie de son imagination qui débordait sur l'écran? Le doute le rongeait. Mais au lieu de l'effrayer, l'épisode l'inspira. Il passa les jours suivants obsédé par cette figure. Il écrivit comme un homme possédé, décrivant la silhouette comme un agent secret, quelqu'un qui habitait le seuil entre les mondes. À chaque page, le personnage gagnait en profondeur, en âme. C'était un reflet de lui-même, il le savait. Un homme invisible, errant en silence, cherchant un sens là où personne ne regardait. Ses collègues de quart, peu nombreux et distants, commencèrent à remarquer un changement. Augusto semblait toujours distrait, le regard lointain, comme s'il était ailleurs. L'un d'eux, un gardien plus âgé nommé Ramiro, lui demanda même si tout allait bien. Augusto répondit par un bref sourire et un « oui ». Comment expliquer que son esprit vivait dans deux mondes à la fois? Pendant ce temps, le carnet devenait un livre. Un tamas de nuit, d'idées mêlées, de rêveries qui, peu à peu, prenaient de la cohérence. C'était comme si les histoires avaient décidé de s'organiser d'elles-mêmes. Chaque personnage, chaque phrase, semblait le guider vers quelque chose de plus grand. Et il y avait quelque chose de presque spirituel dans ce processus, comme si, en écrivant, il traduisait quelque chose venant d'un lieu qui ne lui appartenait pas tout à fait. Avec les mois,
Augusto commença à sentir que ce monde imaginaire n'était pas qu'une échappatoire. C'était une forme de dialogue. La réalité lui parlait par code, et il répondait par des mots. Le bruit de l'ascenseur devenait du suspense. Le vent, un présage. Le clignotement d'une lumière, un message caché. Et plus il se livrait à ce jeu, plus il percevait que la folie et la lucidité n'étaient peut-être pas des opposés, mais des voisins. Parfois, à l'aube, en sortant de l'immeuble, l'air de la rue semblait lourd. Les gens passaient, pressés, parlant au téléphone, les yeux fatigués. Personne ne se regardait vraiment. Et Augusto pensait, peut-être que tout le monde fuit quelque chose, mais seuls quelques-uns ont le courage d'inventer leur destination. C'était ce qu'il faisait, il inventait des destins, créait des raisons. Et, d'une certaine manière, cela le maintenait en vie. Ce fut par l'une de ces matinées que l'inattendu arriva. En rentrant chez lui, épuisé, il trouva un billet glissé sous la porte. L'écriture était ferme, inconnue. Il disait simplement « J'ai aimé l'homme du 23e étage ». Augusto resta immobile. Son cœur s'accéléra. Qui avait pu écrire cela? Personne ne connaissait le livre. Personne n'avait accès à ses écrits. Un instant, il crut à une plaisanterie. Mais le doute resta et, avec lui, l'inquiétante sensation que son imagination commençait à prendre vie. À partir de ce jour, tout changea. Chaque détail sembla chargé de sens. Il se mit à douter de sa propre perception. Avait-il laissé échapper quelque chose? Quelqu'un l'observait-il? Ou perdait-il le contrôle de sa propre santé mentale? L'esprit humain est un labyrinthe, et Augusto s'enfonçait de plus en plus profondément dans le sien. Mais la peur ne l'empêcha pas de continuer à écrire. Au contraire, la présence invisible, réelle ou imaginée, devint le moteur de l'histoire. Maintenant, il ne créait pas seulement pour combler le vide, mais pour déchiffrer une énigme. À chaque page, il avait la sensation de se rapprocher d'une révélation. Les nuits devinrent trop longues. Il y eut des nuits où il oubliait de manger, où son corps tremblait de fatigue et pourtant il ne pouvait s'arrêter. Le monde qu'il avait créé était trop vivant pour être abandonné. Quand il fermait les yeux, il voyait les personnages bouger, lui parler, lui demander d'exister. Une nuit, l'une des caméras du sous-sol se mit à dysfonctionner. L'écran tremblait, grésillait, jusqu'à ce que l'image se stabilise une seconde. Et il était là, la silhouette, arrêtée devant la porte de secours. Cette fois, la figure semblait regarder directement l'objectif, comme si elle savait qu'elle était observée. Augusto sentit un frisson lui parcourir l'échine. Et puis, dans un geste presque instinctif, il se mit à narrer à voix haute ce qu'il voyait, comme s'il était dans l'histoire elle-même. À partir de là, la limite se rompit. Il n'observait plus, il participait. Il parlait aux personnages, répondait à des voix que lui seul entendait, vivait des intrigues qui n'avaient peut-être jamais existé. Et, étrangement, cette perte de frontières lui apportait la paix. La réalité devenait trop petite, et le monde qu'il avait inventé était vaste, imprévisible, plein de sens. Une nuit, Ramiro le trouva debout devant les écrans, immobile, les yeux fixés sur une image statique. Quand il l'appela, Augusto ne répondit pas. Il semblait en transe. Après quelques secondes, il se retourna lentement et demanda, d'une voix basse, « Vous l'avez vu, vous aussi ?» Ramiro ne comprit pas. « Qui ?» demanda-t-il. Augusto sourit, un sourire fragile, et répondit, « L'homme du 23e étage. » Ramiro s'éloigna en silence. Et Augusto, de nouveau seul, rit de lui-même. Peut-être devenait-il fou. Mais il y avait quelque chose de libérateur dans cette folie, comme si, pour la première fois, il n'avait pas à s'expliquer. Ce fut durant cette période qu'il commença à taper ses notes sur le vieil ordinateur qu'il avait chez lui. Le livre prenait forme. L'histoire mêlait l'espionnage, mystère et quelque chose de plus profond, une quête silencieuse de sens. Il ne pensait pas à publier, ni à des lecteurs. Il écrivait parce qu'il en avait besoin. Parce que chaque mot était une façon de réorganiser le chaos. Les jours n'étaient plus que des intervalles entre les nuits. Et, dans les quelques heures où il dormait, il rêvait des couloirs de l'immeuble. Parfois, il voyait la silhouette. D'autres fois, il se voyait lui-même observant la silhouette. C'était une spirale sans fin, comme s'il était piégé dans sa propre création. Mais, à un moment donné, quelque chose commença à changer. Les histoires qu'il inventait, autrefois un simple refuge, commencèrent à lui montrer des vérités qu'il ne voulait pas voir. Chaque personnage semblait porter un morceau de sa douleur, chaque dialogue une question sans réponse. Et il commença à comprendre qu'il n'inventait peut-être pas, il se révélait. Il arrive un instant où toute création devient confession. Et Augusto était sur le point d'y arriver. Mais, avant, il lui faudrait traverser le territoire le plus dangereux,
celui où l'imagination cesse d'être un abri et commence à devenir un miroir. Et c'est là que l'histoire commence vraiment. Il arrive un point dans toute histoire où le protagoniste cesse d'être un simple personnage pour devenir l'intrigue elle-même. Augusto était arrivé à ce point sans s'en rendre compte. Les nuits étaient devenues plus denses, les heures plus longues, et les frontières de son esprit devenaient malléables, comme si le réel et l'imaginaire se mélangeaient en un flux continu. Il n'écrivait plus seulement pour se distraire, il écrivait pour survivre. Le livre prenait de la structure, des chapitres, des voix. Les histoires qu'il inventait devenaient de plus en plus complexes, et d'une certaine manière, plus intimes. L'homme du 23e étage n'était plus une ombre, il avait maintenant un nom, un passé, des dilemmes, des remords. Il avait même une peur récurrente, celle d'être oublié. Et, en décrivant cette peur, Augusto réalisa à quel point lui-même la redoutait. C'était une nuit froide quand, pour la première fois, il se rendit compte qu'il pleurait en écrivant. Les larmes coulaient silencieuses, tombant sur le clavier. Mais ce n'était pas de la tristesse pure, c'était une sorte de soulagement. Comme s'il parvenait enfin à traduire quelque chose qui le poursuivait depuis longtemps. Il ne s'agissait pas seulement d'une histoire sur un immeuble et une ombre. C'était sur lui, sur le vide que le travail et la solitude avaient laissé, sur la quête silencieuse d'un sens qui le fasse continuer. À partir de cette nuit, Augusto commença à s'écouter davantage. Il enregistrait de petits messages audio sur son téléphone en parcourant les couloirs, décrivant ce qu'il voyait comme s'il le racontait à quelqu'un d'invisible. Il parlait bas, avec une tendresse presque enfantine. Maintenant, il est là. Il attend, il observe. Il a quelque chose à me dire, mais je ne sais pas encore quoi. Le ton était calme, mais il y avait là une vibration entre fascination et peur. Et, peu à peu, Augusto commença à sentir que l'homme du 23e étage était plus qu'une création. C'était un symbole, un miroir, une partie de lui qu'il avait laissée dans les profondeurs de son inconscient et qui, sous les lumières blanches des caméras, prenait forme. La semaine suivante, quelque chose le surprit. Un nouvel employé commença à travailler dans l'immeuble, un jeune homme d'une vingtaine d'années nommé Enrique. Il était curieux, sympathique, et avait l'habitude de parler même quand l'autre ne répondait pas beaucoup. Les premières nuits, Augusto tenta de garder ses distances, mais le jeune homme semblait sincèrement intéressé par son travail. Et, d'une certaine façon, cet intérêt le déconcertait. Enrique commença à poser des questions simples. Combien de caméras? Depuis combien de temps Augusto travaillait là? S'il avait déjà vu quelque chose d'étrange? Et, sans s'en rendre compte, Augusto se mit à répondre plus qu'il ne le devrait. Il parla de la silhouette, du 23e étage, du livre qu'il écrivait. Enrique rit, pensant que c'était une histoire inventée. Mais il y avait dans son rire non pas de la moquerie, mais de l'émerveillement. Il voulut lire. Et, pour la première fois, Augusto hésita à montrer. Pendant des jours, il fut indécis. Que arriverait-il si quelqu'un lisait? Ces histoires cesseraient-elles de lui appartenir? Seraient-elles interprétées comme de la folie? Ou, peut-être, comme du génie? Finalement, il céda. Il donna le carnet au jeune homme, le cœur battant. Enrique l'emporta chez lui et promit de le rendre dans 2 jours. Ces 2 jours semblèrent une éternité. Augusto ne parvint à se concentrer sur rien. L'immeuble semblait différent, comme si le silence l'observait. Et quand Enrique revint, il y avait quelque chose de nouveau dans son regard, un respect silencieux, une admiration contenue. Il dit simplement « Vous devez montrer ça au monde ». Augusto ne répondit pas. Il sentit un mélange de joie et de peur. Montrer signifiait s'ouvrir, exposer ses propres blessures. Mais en même temps, il y avait une étincelle d'espoir. Peut-être que ces histoires avaient de la valeur. Peut-être que ce monde inventé pouvait toucher d'autres mondes réels. Les jours suivants, Enrique insista pour qu'il tape tout, révise, envoie à des éditeurs. Augusto résistait. Il ne se voyait pas comme écrivain. Il n'était qu'un gardien. Un homme ordinaire qui remplissait les nuits de fantaisie. Mais Enrique n'abandonna pas. Il disait qu'il y avait quelque chose de rare dans ses mots, une mélancolie qui semblait parler au temps. Pendant ce temps, le livre grandissait, et la frontière entre création et réalité devenait encore plus fine. Parfois, Augusto voyait la silhouette là où il n'y avait pas de caméra. Des reflets dans les vitres, des ombres traversant le couloir, des bruits lointains. Il savait que c'était peut-être de la fatigue, mais, à un certain niveau, il voulait croire que c'était plus. Parce que si c'était juste son esprit, alors tout ce qu'il avait créé était un mensonge. Et il avait besoin que ce soit réel. Il y eut une nuit où l'inattendu arriva. Le système de caméra se bloqua complètement, tous les écrans clignotant en même temps. L'énergie oscilla et, pendant quelques secondes, l'immeuble fut plongé dans le noir. Augusto resta immobile, respirant profondément,
attendant le retour de la lumière. Quand les écrans se rallumèrent, l'un d'eux montrait quelque chose d'impossible. Lui-même, assis devant le moniteur, observé d'un autre angle. Il se figea. C'était une image impossible. Aucune caméra n'était positionnée derrière le bureau de surveillance. Et pourtant, il était là, vu de l'extérieur, comme s'il était le personnage d'une histoire filmée par un autre. L'écran clignota, et l'image disparut. Augusto resta planté là, abasourdi. C'était une erreur technique, sans aucun doute. Mais une partie de lui ne voulait pas de cette explication. Peut-être était-ce l'homme du 23e étage, qui le regardait en retour. Et cette idée le glaça d'une manière que la raison ne pouvait effacer. Le lendemain matin, quand il raconta à Enrique ce qu'il avait vu, le jeune homme sourit et dit que c'était le destin qui lui envoyait un signe, le présage de quelque chose de grand. Et, pour la première fois, Augusto voulut y croire. Il décida de terminer le livre. Il passa des nuits entières à réviser, taper, polir des phrases. Et plus il écrivait, plus il sentait quelque chose en lui guérir. Comme si, en racontant ses propres ombres, elles perdaient leur pouvoir de le hanter. Une phrase revenait dans plusieurs parties du livre, une sorte de mantra. Ce qui est imaginé est aussi vécu. Pour Augusto, cela résumait tout. Les frontières entre ce qui existait et ce qu'il créait n'avaient plus d'importance. Parce qu'au final, ce que nous ressentons est aussi réel que ce que nous touchons. Quand il termina le dernier chapitre, il sentit un silence différent. Non pas le silence de l'immeuble vide, mais le silence qui suit une longue traversée. C'était la paix, mais aussi la peur. Que se passerait-il maintenant que l'histoire était terminée? Enrique, enthousiaste, insista pour l'aider à envoyer le manuscrit à des éditeurs. Augusto accepta, presque incrédule. Des jours plus tard, la réponse arriva. Une petite maison d'édition indépendante s'était intéressée. Il voulait publier le livre. Et soudain, l'homme qui avait passé des années à surveiller des ombres vit son nom imprimé sur une couverture. La sortie serait discrète, presque symbolique. Augusto n'en attendait pas beaucoup. Mais quand le livre fut publié, l'inattendu se produisit. Les gens commencèrent à le lire. Et ce qu'ils y virent n'était pas qu'une histoire de mystère, mais un portrait de la solitude humaine, de l'esprit qui crée pour ne pas mourir. Les lecteurs s'y reconnaissaient dans l'homme du 23e étage, dans le gardien, dans ses confusions et ses quêtes silencieuses. Les critiques furent bienveillantes. Elles disaient que l'auteur avait une écriture sensible, introspective, poétique. Que le livre parlait du pouvoir de l'imagination comme résistance. Augusto, habitué à l'invisibilité, vit son nom dans des chroniques et des interviews. Mais en lui, quelque chose restait identique. Parce que la reconnaissance, bien que douce, ne remplaçait pas le mystère qui l'avait fait avancer. Il pensait toujours à la silhouette. Il sentait toujours que quelque chose l'observait pendant les nuits. Mais maintenant, au lieu de peur, il éprouvait de la gratitude. Cette ombre, réelle ou non, lui avait donné un but. Et, au fond, il le savait, l'homme du 23e étage n'avait jamais été un autre. C'était toujours lui-même, essayant de se voir sous une autre lumière. Mais l'histoire, bien sûr, n'était pas encore terminée. Parce que toute révélation, quand elle arrive, apporte une nouvelle question. Et celle qu'Augusto allait affronter serait la plus profonde, une qui l'obligerait à regarder directement dans l'abîme entre celui qu'il était et celui qu'il imaginait être. Et c'est là que les choses commencent à se transformer pour de vrai. Le succès vint comme un murmure. Pas d'explosion, pas de célébrité soudaine. Juste une séquence de petites vagues, des lecteurs commentant sur les réseaux, des critiques mentionnant son nom, des messages arrivant avec des histoires de gens qui se reconnaissaient dans les pages du livre. Augusto lisait chacun d'eux avec stupéfaction et un certain malaise. Il ne savait pas comment gérer l'idée que ce qui était né de sa solitude touchait maintenant d'autres solitudes. Il y avait quelque chose de sacré dans cette rencontre, quelque chose qui lui faisait percevoir que sa souffrance avait peut-être eu un but. Mais en même temps, l'écho des voix extérieures commença à réveiller des bruits en lui. Les nuits, autrefois ses complices silencieuses, recommencèrent à peser. L'immeuble restait le même, couloir long, caméra clignotante, bourdonnement des lumières, mais il y avait maintenant une différence subtile. Le mystère avait été raconté, publié, exposé. Et Augusto sentait comme s'il avait arraché un morceau de lui-même et l'avait placé devant le monde. Un morceau qui ne lui appartenait plus. Il essayait de poursuivre le travail comme avant, mais il n'y parvenait plus. Tout semblait avoir perdu son éclat secret. Ce vide qui l'inspirait autrefois devenait gênant. Le silence, qui avait été un abri, commençait à devenir un poids. C'était comme si, en transformant la douleur en littérature, il avait aussi vidé la source elle-même. Pendant des semaines, Augusto essaya de se convaincre que ce n'était qu'une phase.
que la reconnaissance l'avait déstabilisé, qu'il avait besoin de temps pour se retrouver. Mais quelque chose de plus profond se passait. Il se sentait poursuivi par une absence. L'homme du 23e étage, celui qui l'avait inspiré, avait disparu. Aucune silhouette, aucune ombre, aucun signe. L'immeuble semblait mort, et d'une certaine façon, lui aussi. Ce fut lors d'une de ces nuits silencieuses, quand l'ennui revint, que quelque chose d'étrange arriva. L'une des caméras du rez-de-chaussée captura une image inhabituelle. Un homme arrêté devant l'entrée, immobile, regardant directement le verre teinté. La qualité était mauvaise, la forme indistincte, mais il y avait quelque chose dans le geste, la posture, qui le glaça. L'ombre était de retour. Augusto se leva, le corps tendu, les yeux rivés sur l'écran. La silhouette semblait attendre. Par une impulsion inexplicable, il descendit. L'ascenseur glissait lentement, et chaque étage passé semblait un plongeon plus profond dans l'inconnu. Quand il arriva au rez-de-chaussée, le couloir était vide. Il ouvrit la porte vitrée et regarda dehors. La rue, déserte. L'air froid de la nuit l'enveloppa. Aucun signe de personne. Il resta là, immobile, de longues minutes. Il sentait son cœur battre fort, mais pas de peur d'attente. C'était comme s'il était au bord de quelque chose. Quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Il retourna à la salle de surveillance et revit les images. La silhouette était là, oui, mais disparaissait exactement au moment où il ouvrait la porte. Cette nuit-là, il ne put plus travailler. Il prit le carnet, le premier, usé, et se mit à écrire. Les mots sortaient comme une fièvre. Il ne savait pas ce qu'il racontait, peut-être une suite, peut-être un cri. Il écrivait sur l'invisible qui observe l'homme, sur le créateur surveillé par sa création, sur le cycle qui ne se referme pas. Quand le jour se leva, Augusto avait une nouvelle histoire. Il ne savait pas si elle était bonne, si elle avait un sens, mais il sentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois, un but renaissant. Il comprit alors que l'inspiration ne naît pas de la gloire, mais du vide. Que c'est dans le silence, l'ennui, l'absurdité de la répétition, que l'esprit trouve l'espace pour inventer. Les jours suivants, il commença à travailler sur un nouveau livre. Différent du premier, plus dense, plus sombre, plus confessionnal. Cette fois, il n'y avait pas de mystère extérieur. Tout se passait dans la tête d'un homme qui confondait le réel et l'imaginaire. Un homme qui racontait sa propre folie comme si c'était son salut. Enrique lut les premiers chapitres et resta silencieux quelques secondes avant de dire « C'est plus vrai ». Augusto sourit. Vrai était un mot dangereux, parce qu'il ne savait plus ce que cela signifiait. En écrivant, il remarqua quelque chose de curieux. Les gens qui croisaient son chemin, un collègue, un livreur, un passant lui semblaient d'une certaine façon familiers. Comme s'ils étaient déjà apparus dans ses histoires. Parfois, il reconnaissait des gestes, des phrases, des expressions. C'était une coïncidence, certainement. Mais trop de coïncidences commencent à ressembler à un message. Par une nuit pluvieuse, alors qu'il observait les caméras, une notification apparut sur le moniteur, quelque chose qui n'aurait pas dû exister dans le système. Un message tapé sur l'écran de surveillance, en lettres blanches sur fond noir, continuait à écrire. Le cœur d'Augusto s'emballa. Il passa les mains sur le clavier, essaya d'effacer, redémarra le système. Rien. Le message avait disparu tout seul, comme s'il n'avait jamais existé. Il rit, nerveux. Peut-être une erreur technique. Ou peut-être pas. À partir de cette nuit, il sentit une présence plus nette. Ce n'était pas de la peur, c'était de la compagnie. Une sorte d'énergie silencieuse qui semblait l'observer pendant qu'il écrivait. Et, d'une certaine manière, il se sentait réconforté par cela. Peu importait que ce soit un délire, l'important était ce que cela produisait en lui. Le nouveau livre avançait, et avec lui venaient des rêves intenses. Augusto rêvait de couloirs sans fin, de portes s'ouvrant sur des lieux qu'il ne reconnaissait pas, de voix chuchotant son nom. Parfois, il se réveillait en sueur, le cœur battant. Mais malgré tout, il écrivait sur ses rêves. C'était comme si son esprit était devenu le décor lui-même. Enrique remarqua sa fatigue. Il essaya de le convaincre de prendre des vacances, mais Augusto refusa. « Je ne peux pas m'arrêter maintenant », disait-il. « Si je m'arrête, les voix se taisent. » La frontière entre le créateur et la création devenait de plus en plus ténue. Il y avait des nuits où Augusto s'entendait écrire des dialogues avec l'homme du 23e étage, maintenant pleinement conscient que c'était une projection, un miroir. Et, dans l'un de ces dialogues, il écrivit une phrase qui le fit trembler. « Vous ne m'avez pas inventé. J'ai toujours été ici. J'attendais seulement que vous me regardiez. » Ces mots l'accompagnèrent pendant des jours. Il commença à se demander si, peut-être, l'homme du 23e étage était plus qu'une métaphore.
Et s'il était la personnification de tout ce qu'il avait nié, sa colère, sa solitude, son désir d'être vu? Peut-être que créer n'était que la forme la plus sophistiquée de confesser. Le livre était presque prêt quand Augusto remarqua quelque chose d'inquiétant, les dates. Chaque événement qu'il décrivait dans les chapitres coïncidait avec des événements réels, panne de courant, bruit sur les caméras, absence d'employés. C'était impossible, mais c'était un fait. C'était comme si le livre écrivait le temps lui-même, comme si ce qu'il créait se matérialisait dans le monde. Une nuit, en révisant un chapitre, il entendit un bruit à l'étage supérieur. Un bruit de pas lent. Il prit sa lampe torche et monta, essayant de se convaincre que c'était juste le vent. Mais quand il arriva au 23e étage, il sentit l'air plus froid. Le couloir était sombre, et au bout, pendant un bref instant, il vit une ombre bouger. « Il y a quelqu'un » demanda-t-il, la voix rauque. Aucune réponse. Juste le bruit lointain de l'ascenseur, résonnant comme un soupir métallique. Il fit 2 pas en avant. Le sol grinçait sous ses pieds. Puis, soudain, la lumière clignota et la silhouette était là, arrêtée, à quelques mètres. Elle n'était pas nette, mais il y avait une forme humaine, immobile, le regardant directement. Le temps sembla s'arrêter. L'air devint lourd. Augusto sentit quelque chose en lui se briser, pas de peur, mais de reconnaissance. Parce qu'à cet instant, il sut. La silhouette avait ses traits, sa posture, son silence. C'était lui-même. L'ombre disparut, et le couloir fut vide. Mais Augusto comprit ce que cela signifiait. L'homme du 23e étage avait toujours été lui, la partie qu'il projetait dans les histoires, l'écho de son propre esprit essayant de se réconcilier avec ce qu'il avait perdu. Cette nuit-là, il redescendit à la salle de surveillance et écrivit la dernière phrase du nouveau livre. Peut-être la réalité n'est-elle que la fiction que nous n'avons pas encore comprise. Quand il eut terminé, il ne pleura pas. Il regarda juste les écrans, un par un, comme pour faire ses adieux. Il sentait une sérénité étrange, la certitude que quelque chose s'était accompli. Et, pour la première fois, il éteignit le système avant le lever du soleil. Les jours suivants, il remit le manuscrit à Enrique et lui demanda de s'en occuper. Il dit qu'il avait besoin de temps, qu'il allait disparaître quelques jours, sans donner de détails. Enrique essaya d'insister, mais le regard d'Augusto était trop tranquille pour discuter. Et c'est ainsi que l'homme qui surveillait les ombres quitta l'immeuble. Personne ne le revit. Personne ne sut exactement où il était parti. Certains collègues dirent qu'Augusto n'était simplement jamais revenu au travail, que son badge était resté oublié sur la table, à côté du café froid et du carnet usé. D'autres jurèrent l'avoir vu quelques jours plus tard, marchant sur le front de mer au lever du soleil, le regard lointain, comme s'il suivait une voix que lui seul pouvait entendre. Mais la vérité est que sa disparition ne fut pas exactement une fuite. Ce fut, peut-être, une sorte de retour. Enrique, l'ami le plus proche qu'il ait eu, garda le manuscrit comme on garde quelque chose de sacré. Il hésita pendant des semaines avant de décider quoi faire. Il y avait quelque chose de mystérieux dans les dernières pages, comme si Augusto avait su que ce seraient ses adieux. Le texte se terminait brusquement, mais avec une sérénité étrange, presque prophétique. L'éditeur accepta de le publier malgré tout, disant que cette fin inachevée rendait le livre encore plus puissant. Quand le 2e livre fut publié, l'impact fut différent. Ce n'était pas qu'une œuvre de fiction, c'était un testament. Les gens le lisaient et avaient la sensation d'entendre quelqu'un confesser des secrets qui appartenaient à tous. Il parlait du seuil entre le réel et l'imaginaire, du prix à regarder en soi jusqu'au point où lucidité et folie se touchent. Le public réagit intensément. Certains se sentaient réconfortés, d'autres inquiets, et certains juraient qu'après la lecture, ils avaient rêvé des mêmes couloirs qu'Augusto décrivait. Enrique commença à recevoir des messages de lecteurs disant des choses troublantes. Certains affirmaient avoir vu des silhouettes chez eux, d'autres disaient entendre des pas pendant la nuit. Le livre semblait réveiller quelque chose. C'était comme si les mots d'Augusto, nés du silence, avaient ouvert une fissure dans l'invisible, une sorte de miroir collectif où chacun se voyait, et en même temps, se perdait. Mais Enrique savait que l'histoire n'était pas sur les fantômes. Elle était sur le pouvoir invisible de l'imagination humaine. Sur la capacité que nous avons de donner une forme à ce que nous ne supportons pas affronter. Augusto avait trouvé, dans la fantaisie, le seul chemin possible pour ne pas être englouti par sa propre solitude. Et, d'une certaine manière, ce courage résonnait chez tous ceux qui le lisaient. Le temps passa. Le livre gagna en reconnaissance, des prix modestes, et le nom d'Augusto commença à circuler dans les cercles littéraires. Les critiques disaient que son œuvre était une métaphore de la condition moderne, l'homme isolé, prisonnier de la routine, créant des mondes intérieurs pour ne pas succomber à l'indifférence du monde. D'autres l'appelaient visionnaire. Mais personne ne savait ce qui lui était arrivé. Jusqu'à ce qu'un an plus tard,
Enrique reçoit une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, une feuille dactylographiée avec une phrase. Ne cherchez pas à comprendre ce qui est réel. Choisissez simplement ce qui vous maintient en vie. La signature était la sienne. Aucune adresse, aucun signe. Juste cette phrase, qui semblait faire écho à tous les mots qu'il avait écrits auparavant. Enrique rangea la feuille en silence. Il savait qu'Augusto était toujours là, quelque part, peut-être pas physiquement, mais présent dans les interstices entre le visible et l'imaginaire, où tout ce qui est invisible continue d'exister. Et, d'une certaine façon, il n'est jamais parti. Parce que l'œuvre d'Augusto a commencé à grandir, à se répandre comme un murmure entre des gens qui ne se rencontreraient jamais, mais qui partageaient le même sentiment, la sensation que, derrière chaque routine fatiguée, il y a un univers entier qui attend d'être inventé. Il y a une scène dans son dernier livre que beaucoup considèrent comme symbolique. Un gardien qui observe les caméras d'un immeuble vide, et soudain, réalise qu'il est filmé lui aussi. C'est le moment où il comprend que le regard qui cherche un sens est le même qui crée le sens. Ce passage est devenu légendaire, cité en conférences, analysé dans des articles, interprété de toutes les façons possibles. Mais peu ont perçu qu'Augusto voulait dire quelque chose de simple, presque enfantin, qu'inventer est une forme d'exister. Et c'est ici que cette histoire trouve son cœur. Parce que ce qu'elle nous montre n'est pas la trajectoire d'un homme devenu fou, mais de quelqu'un qui a eu le courage de se perdre pour se trouver. Augusto n'a pas fui la réalité. Il l'a réinventée. Il a fait de l'ennui un atelier, de la solitude un champ fertile, du silence un dialogue. Il a transformé ce qui l'écrasait en matière vivante. Et, ce faisant, il a découvert que le pouvoir de l'esprit humain est à la fois un refuge et un risque, parce que celui qui se permet de trop rêver risque de ne plus vouloir se réveiller. Mais c'est peut-être là le vrai miracle de la résilience. Continuez à créer même quand le monde semble vous avoir oublié. Augusto n'a pas lutté contre la réalité, il a modelé avec des mots, lui a donné de nouveaux contours, de nouvelles règles, et ainsi lui a survécu. Et, s'il y a une chose que son voyage nous enseigne, c'est que la santé mentale n'est pas toujours du côté de la vérité. Parfois, le salut habite justement dans ce que nous inventons pour ne pas succomber. Certains cherchent la force dans les faits, d'autres dans la foi. Augusto l'a cherché dans la fiction et a trouvé quelque chose de plus solide que le béton des immeubles qu'il surveillait, un but. Aujourd'hui, ses livres sont encore lus. Certains les interprètent comme des métaphores de la dépression, d'autres y voient un portrait de l'artiste solitaire, et d'autres sont simplement émus par la beauté d'un homme ordinaire transformant le néant en article. Et c'est ce qui importe vraiment. Parce que chaque fois que quelqu'un lit ces mots, un peu de cet univers imaginaire revient à la vie. Et, si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être percevrez-vous que cette histoire n'a jamais été seulement sur Augusto. Elle a été, d'une certaine manière, sur vous aussi, sur ce que vous faites de vos vides, sur les histoires que vous inventez pour supporter les jours, sur le courage de croire que ce qui naît dans l'esprit peut changer la vie réelle. Parce qu'en fin de compte, le pouvoir invisible de la résilience humaine réside exactement en cela, dans la capacité de transformer l'insupportable en beauté, le solitaire en partagé. Augusto nous a montré que l'imagination n'est pas une fuite, c'est une forme de résistance silencieuse, une façon de continuer à respirer quand le monde semble trop petit. Et, avant de conclure, il y a quelque chose qu'il aurait dit lui-même s'il avait pu vous parler maintenant. Si la réalité te blesse, invente-en une autre. Ce n'est pas un mensonge, c'est de la survie. Alors, si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans un de ces fragments, souvenez-vous de ne pas la laisser mourir ici. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il y a encore de la beauté dans l'invisible. Commentez ce que vous avez ressenti, pensé, imaginé. Parce que les histoires ne restent vivantes que lorsqu'elles passent d'un esprit à l'autre. Et, si vous voulez continuer à suivre des histoires comme celle-ci, abonnez-vous, restez dans les parages. Il y a encore tant de façons de regarder le monde, et certaines ne peuvent être vues que lorsque les lumières s'éteignent et que l'imagination s'éveille. Et, qui sait, lors d'une nuit silencieuse, quand vous serez seul avec vos propres pensées, vous trouverez peut-être aussi votre 23e étage, cet endroit secret où le réel et l'imaginaire se rencontrent, et où l'esprit, enfin, apprend à respirer. Parce qu'au fond, c'est de cela qu'il s'agit. Non pas de fuir, mais d'inventer. Non pas de vaincre l'ennui, mais de le transformer en art. Non pas de trouver des réponses, mais de continuer à créer des questions. Et, si la vie est faite de veille et de vide, puissions-nous tous apprendre, comme Augusto, à regarder dans l'obscurité et dire « Ici aussi, il y a de la lumière ».